vos, vos messages. Alors, le thème du webinaire, c'est la gestion du stress, comment transformer votre stress en votre meilleur allié. Et nous sommes deux intervenants, Myriam Elkobi et moi-même. Et je vais vous présenter Myriam. Et puis, Myriam, je dirais, fera de même. Donc, vous voyez, Myriam, elle est Centrale Supélec 2016, un début de carrière en tant qu'ingénieur, et puis ensuite un changement de vie après avoir, comme tu l'écris, Myriam, frôlé le burn-out. Et tu es coach depuis 2024, étudiante aussi en psychologie, ce qui, je dirais, est un thème particulièrement intéressant dans le cadre du stress, hein. Et ce que tu poses comme expertise, c'est la reconversion, les transitions, l'accompagnement post-burnout et la quête de sens, et puis aider, accompagner les personnes sur imaginer et planifier son prochain projet. C'est ça. Merci Olivier. Effectivement, c'est des sujets que j'ai vécu de l'intérieur, donc pour lesquels j'aime bien accompagner. Et donc, n'hésitez pas à faire appel à nous sur tous ces sujets. Je vais présenter à mon tour Olivier. Donc, Olivier qui est diplômé de Centrale Nantes en 93. Et Olivier a travaillé dans les RH depuis le début, finalement, particulièrement dans le domaine de l'industrie. Et ce qui t'anime, c'est l'accompagnement de l'humain. Donc, toi, tes expertises, c'est principalement les bilans de compétences que tu animes avec passion. Je sais que ta particularité, c'est de faire un focus sur les profils de personnalité, en lien aussi avec les compétences et d'aider les personnes à optimiser, finalement, trouver l'environnement, en tout cas, qui les épanouit le plus. Et tu travailles également sur des sujets de collectif et d'accompagnement d'équipe. Merci Myriam, tout à fait. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous dire un petit mot finalement du cadre de cette intervention. Vous avez pu voir dans le premier slide, effectivement, on parle de Centrale Nantes Alumni et Centrale Coaching. Effectivement, alors là, je vais prendre 2 minutes ma casquette Centrale Nantes Alumni, puisque c'était au milieu de l'année dernière avec une camarade, Lena Ardiakopoulos-Cordova, au niveau de Centrale Nantes Alumni. On a souhaité reproposer une offre de développement professionnel, de coaching. Et vous voyez effectivement coaching professionnel, de bilan de compétences dédié aux ingénieurs centraliens et centraliennes. Et pour monter cette offre, on était déjà en relation avec Central Coaching. Et ça a été l'occasion quelque part de se dire, tiens, développons un partenariat. Et allons regarder avec Central Coaching une proposition pour les alumni et avec des webinaires. Florie, je te passe peut-être la parole pour dire un mot sur Central Coaching et peut-être partager quelques dernières actualités. Merci Olivier. Donc oui, Central Coaching, nous sommes le collectif des ingénieurs centraliens, toute école centrale confondue, qui ont du coaching et de l'accompagnement de manière plus générale, c'est-à-dire, comme Olivier le disait, des bilans de compétences, de la médiation, de la thérapie. Bref, nous sommes tous ingénieurs centraliens, nous avons tous et toutes évolué sur ces métiers d'accompagnement. Et donc, cette offre aujourd'hui que Central Coaching a mis en place avec Centrale Nantes Alumni est en train de se déployer. Du côté de Centrale Lyon, l'association des centraliens de Lyon va réaliser son lancement de cette offre de coaching alumni le 10 juillet prochain. Donc, si vous êtes issu de Centrale Lyon, ça arrive très très bientôt dans vos bacs. Et nous sommes aussi en discussion avec Centrale Supélec Alumni, Centrale Lille Alumni et Centrale Méditerranée Alumni pour pouvoir proposer cette offre avantageuse et que nous espérons ajuster à l'ensemble des ingénieurs centraliens. Voilà Merci. pour moi. Du coup, je vous passe la main, Olivier, Myriam, et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci, Florie. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez finalement comment Myriam et moi, on a prévu d'aborder ce temps de webinaire.
Et peut-être se poser la question en point de démarrage sur finalement pourquoi on vient vous parler de la gestion du stress. Est-ce que c'est un sujet qui concerne tant de personnes que ça? En fait, quand on regarde les enquêtes, alors en fonction des enquêtes, on a des résultats un petit peu différents, mais il y a une dernière enquête qui a été faite par la Fondation Ramsay qui dit en fait au travers de sondages hein, que 59% de la population française. Hein. Donc là, vraiment, l'ensemble de la population française, 59% des gens vivent une situation de stress. Quand on rentre dans le monde professionnel, on peut avoir des chiffres qui sont même encore supérieurs avec des enquêtes de l'IFOP qui vont montrer que on est aux alentours de 75% de personnes en situation de stress, voire de surstress. Et ça peut aller jusque du mal-être psychologique pour 20% des personnes selon ce type d'enquête. Donc déjà, c'est de se dire, c'est un sujet global. Et vous voyez, finalement, je dirais, en partant de cas concrets, hein, on ne va pas être là, Myriam et moi, à avoir, je dirais, un discours théorique. Il y aura bien sûr des parties d'explication sur les mécanismes du stress, mais c'est de partir de cas concrets, de partager aussi vos ressentis, vos expériences, et puis comment en fait transformer ce stress en notre allié. Finalement, l'utiliser en tant que boussole et l'accepter dans notre vie et regarder quels outils on peut avoir pour le gérer au mieux et vraiment l'utiliser comme boussole. Bien sûr, il y aura des temps de partage au travers, soit ceux qui souhaitent partager directement, j'irai par oral, ou au travers aussi du chat. J'ai un œil sur le chat de la réunion. Et puis, il y aura aussi un temps pour les questions et les réponses. Et si c'est OK pour vous, eh ben, on va passer au point suivant, en partant de cas concrets. Et je vais lancer la vidéo en Alors, tant attends 2 secondes, Olivier, pour l'introduire. Donc, Ouais. on va partir d'un cas concret en vidéo. L'idée, c'est que on puisse expérimenter une situation de stress qui est très concrète, mais on va pas partir sur la vôtre parce que bon, potentiellement, si vous êtes connecté ici, c'est que vous avez peut-être une situation de stress en tête ou passée. Et l'idée, c'est pas de vous mettre dans une situation trop perturbante ou inconfortable. Donc, on va partir de celle-ci et l'objectif, ça va être d'essayer de se mettre à la place de cette personne et d'essayer de voir quels sont finalement les ressentis, les réactions, les solutions, et on reviendra ensuite dessus pour voir ce que vous en avez pensé. Donc on peut lancer la vidéo. Merci Bon, c'est bien. moi qui vais la commenter, mais euh, vous allez voir les images. Donc on part d'une situation où voilà, c'est Lydia qui est donc c'est une femme de 43 ans qui a 2 enfants et qui est responsable d'un point de vente en région parisienne. Donc on est dans une enseigne, elle travaille pour une enseigne assez réputée de hard discount. Et en fait là, elle démarre déjà sa journée du matin à 7 heures. Il faut qu'elle prépare le magasin. Et en fait, il faut qu'elle se dépêche parce que à 9 heures, donc 2 heures plus tard, il faut absolument qu'elle ouvre au public. Donc là, elle contrôle absolument tous les produits. Il faut qu'elle trie l'ensemble des produits, d'une part pour vérifier les dates de péremption, s'assurer de l'état des produits. Là, ce matin, il se trouve qu'elle voit qu'il y a toute une partie qui est plus bonne, qui n'a pas été remplacée, une partie des produits. Ah, il y a un bug sur la vidéo, je crois. Ouais, ça, il y a un peu de lag avec la vidéo et le Ça webinaire. lag un peu, mais c'est pas Ouais. grave. Donc voilà, elle se dépêche. Et là, nouveau problème ce matin. Dans son contrôle de produits, elle se rend compte qu'en plus des produits qui n'étaient pas frais, il y a un problème de température, il y a un problème de dégivrage des bacs. Donc là, il va falloir qu'elle gère en plus d'appeler le réparateur. Elle doit aussi ramener les palettes, réceptionner les livraisons de palettes qui arrivent au magasin. Bon, là, elle commence déjà à avoir un peu chaud, la pauvre Lydia. Et puis, elle doit contrôler, donc comme on l'a dit, les températures des bacs. Et en plus de ce problème-là, vérifier les prix. Et il se trouve que ce matin, il y a un problème sur un des prix, la Batavia qui était en promo normalement à 99 centimes. Là, elle est affichée à 1,69, donc ça va pas.
Et ben, en parallèle, elle doit gérer ses deux manutentionnaires qui, eux, s'occupent de rentrer les caissons. Elle gère aussi leur planning et elle a 3 employés en moins qu'avant parce qu'en fait, depuis 6 mois, ben, la politique du magasin, ça a été de réduire les coûts. Et donc, bah, il y a autant de travail, mais il faut faire avec moins d'employés. Donc, elle est là, elle gère les plannings. Et là, nouveau problème ce matin. Mince, il est 8h50 et il y a un employé, le caissier, qui est normalement censé faire l'ouverture, qui est en retard. Donc là, coup de stress. Ok, elle prend le téléphone, elle l'appelle. Bon, il est 9h, tu peux être au travail. J'aimerais bien savoir si tu viens en retard ou si tu viens pas. Comment on fait? Sachant que la politique de la maison maintenant, c'est que si le salarié est absent juste pour une journée, ben, on est censé faire son travail et on ne le remplace pas. Donc il est 8h55, le magasin ouvre dans 5 minutes. Le caissier Eric arrive enfin. Donc super, bah, heureusement que tu es là, on va démarrer. Oublie pas tes chaussures de sécurité. Les clients arrivent. Allez, il est 9h, maintenant il faut ouvrir au public. Et c'est parti, la journée va commencer. Donc Lydia, non seulement après cette première partie de matinée, a géré l'installation, le management, mais elle est aussi maintenant caissière. Et donc elle continue à ce rythme toute sa journée, à assurer le bon fonctionnement du magasin, à surveiller ses salariés, à gérer les clients mécontents. Et en fin de journée, elle va devoir aussi gérer l'administratif et la paperasse. Donc voilà, une journée bien remplie et somme toute assez stressante. Elle finira assez fatiguée et même par prendre, avoir des douleurs au dos et donc à prendre un cachet pour terminer sa journée. Bon, on peut quitter la vidéo, souffler. Déjà en vous le racontant, je sais pas vous, mais moi je suis dans l'intensité de la journée de Lydia. Moi aussi. On met juste dans le diaporama. Voilà. Donc je te laisse la main, Ouais, Olivier, merci. pour le Alors, débrief. quelques petites questions sur lesquelles, voilà, au travers de cette vidéo, ce que vous ressentez en termes de sensations physiques, d'émotions quand vous voyez la vidéo, quelles sont les réactions. Et voilà, on va prendre une petite minute pour que vous puissiez, je dirais, faire cette introspection en vous-même. Et puis, bah, on ira après sur un moment de partage. Euh, Essayez de ressentir aussi ou de penser aux solutions trouvées. On ne les utilisera pas tout de suite, ça sera dans une deuxième partie du webinaire où on ira plus sur le côté solution. Alors, je vois qu'il y a déjà des personnes qui écrivent dans le chat. S'il y a des personnes qui souhaitent exprimer, voilà, quelles pensées vous sont venues, quelles émotions, quelles manifestations physiques à l'oral, n'hésitez pas. Je vais commencer à lire ce qu'il y a dans le chat. Euh, j'ai ressenti une boule dans la gorge, une accélération du rythme cardiaque, le sentiment d'être dépassé, surchargé, sans un moment pour souffler, du stress et de l'anxiété, un pincement au cœur, dur, la boule au ventre et le cœur qui se serre, sentiment de stress, d'agacement, de stress, crainte de ne pas arriver à tout challenger, moi aussi la gorge serrée, l'accélération du rythme cardiaque. Sensation d'apnée, un mode automatique où on n'a pas le temps de réfléchir, il faut tout de suite trouver la bonne solution. J'ai perçu une montée d'adrénaline et du stress, une accélération du rythme physique.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je vous laisse le chat ouvert pour les commentaires. Si je peux, Thomas, dire un mot à l'oral, ce que je Oui. trouvais particulièrement complexe, c'est que cette DAF doit à la fois gérer plein de choses urgentes liées effectivement à l'ouverture du magasin, mais ensuite, il faut encore faire l'accueil, donc il faut encore jouer un rôle d'accueil clientèle, c'est autre chose, et être capable de faire le vide et à ce moment-là être souriant et à l'écoute des problèmes des autres. Mm. Puis à nouveau le soir, l'administratif, donc ça fait quand même des journées à rallonge. Elle a ses propres problèmes, elle doit encore être à l'écoute des problèmes des autres, plus une fonction de management. Donc on a l'impression que c'est un peu peut-être sous-dimensionné, il y a peut-être trop de tâches qui lui arrivent à faire face toute seule. Tout à fait. Merci Thomas. Euh, Si j'essaye de synthétiser ou en tout cas de reprendre un peu en commentaire tout ce que vous avez partagé, et merci pour ces partages, euh, il y a un premier élément qui est super intéressant, c'est que finalement face à la situation, qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez déjà des manifestations physiques. Et vous ressentez des manifestations physiques qui sont aussi diverses. En fait, nous n'avons pas ressenti la même chose. Nous avons tous ressenti quelque chose à différents niveaux, mais nous avons ressenti des choses différentes. Est-ce que Myriam, tu veux ajouter un commentaire ou compléter par rapport à ce premier ressenti? Non, non, c'est top. Merci à vous d'avoir commenté. C'est tout à fait ça. Et on voit que chacun a ressenti aussi des choses différentes. Donc, c'est une réponse individuelle. On passe peut-être à la suite, hein. Ouais. Alors, bah, si on essaye un peu de comprendre ce qui s'est passé, comment fonctionne ce stress, on peut s'appuyer sur ce qui s'appelle le syndrome général d'adaptation. Donc, c'est un modèle qui a été défini par Hans Selye, qui était un médecin endocrinologue en 1956. Et en fait, c'est lui qui a été un des premiers à modéliser cette notion de stress, où il y a 3 étapes principales. Mais déjà, la première à remarquer, c'est la courbe en vert. Si vous voyez, il y a une première phase d'alarme. Donc là, on parle du niveau d'activation du corps. C'est une réponse qui est avant tout biologique. Normalement, on est sur un niveau qui est assez stable et qui est normal. Mais en cas de stress, dans cette phase d'alarme, on va avoir ponctuellement un état d'activation du corps qui va s'élever. Donc c'est là où on va avoir justement cette montée d'adrénaline dont vous avez parlé, ces différentes sensations physiques, mais c'est quelque chose qui est assez ponctuel. Donc là, on parle d'un stress aigu, c'est une réaction biologique d'adaptation du corps à un instant T, et ensuite on revient à la normale, ce qu'on appelle l'homéostasie, donc c'est un état plus stable. Le problème, c'est quand on passe dans la seconde phase, donc la phase de résistance, et là on voit que le niveau d'activation ne revient pas à la normale, et donc les symptômes persistent, voire diminuent, parce qu'il y a une forme d'adaptation du corps, mais on ne ressent pas complètement. Et alors, la situation vraiment problématique, c'est si on atteint ensuite cette phase d'épuisement où le corps n'arrive plus à revenir à cet état, mais même ses capacités, ses ressources s'effondrent, et avec du coup des symptômes beaucoup plus importants, et on est littéralement envahi par ce stress. Donc là, ce qui est important de retenir, c'est que il y a un stress aigu qui est finalement une réaction biologique normale et qui est OK. On réagit, on trouve une solution et on revient à notre état normal. Mais ce qui est plus problématique, c'est si le stress se prolonge. On parle d'état de stress chronique. Et donc l'idée, ça va être aussi d'identifier où est-ce qu'on en est par rapport à notre stress. Donc là, peut-être, vous avez chacun une situation à laquelle vous pouvez penser, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel auquel vous savez faire face, ou est-ce que là déjà, c'est quelque chose qui se prolonge dans le temps? Et donc, c'est une phase déjà de résistance, voire peut-être d'épuisement. On vous a fait un petit parallèle, n'est-ce pas, pour la population d'ingénieurs avec la résistance des matériaux. On peut se dire que la déformation, elle peut être réversible quand il y a une contrainte, mais jusqu'à un certain seuil. Et quand on dépasse ce seuil donc, de la rupture, cette limite de rupture, là, il y a déformation. Donc l'idée, ça va être de pouvoir agir avant d'atteindre ce seuil-là.
On voulait vous parler aussi des effets du stress parce que, bah, comme vous l'avez vu, il y a un certain nombre de réactions physiques à ce stress qui vont être perceptibles. Donc là, vous avez cité par exemple la gorge serrée, la boule au ventre, une sensation d'apnée. On peut avoir une augmentation du rythme cardiaque. Donc tout ça, c'est des sensations physiques, mais on peut aussi avoir des sensations plus cognitives. Donc là, ça va être une baisse de la concentration, des troubles de la mémoire. On peut également avoir des réactions plus au niveau émotionnel avec une forme d'anxiété, voire d'agressivité. Donc ces effets-là, ils sont dus donc à notre système qui va se mettre en alerte. Donc on parle de système sympathique autonome, c'est une réaction qui va se faire de manière inconsciente par le corps et qui va ensuite libérer des hormones au niveau du corps pour réagir sur certains organes, donc augmenter par exemple l'activité du cœur ou à l'inverse diminuer l'activité d'autres organes. Et ça, c'est important aussi d'en avoir conscience parce que c'est aussi le corps qui va parler, qui va permettre de dire oui, là, il y a un souci, je fais face à un stress. Et d'ailleurs, dans l'exemple de tout à l'heure, bah, la personne avait des maux de dos qui commencent à persister. Et donc, c'est aussi savoir cette alerte-là du corps. Et si on ne s'en rend pas forcément compte, parfois, ça peut être aussi nos proches qui nous disent bah, attention, là, je vois ces derniers temps, soit c'est des douleurs ou une certaine émotion persistante. Et donc après ces explications sur les mécanismes du stress, merci Myriam. On revient à l'autre partie du débriefing. Vous vous rappelez, au début, je vous avais dit ben, quelles solutions vous trouvez pour répondre à ce stress. Et peut-être que vous en avez déjà, vous, des solutions. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre lorsque vous vous sentez durablement stressé? Qu'est-ce que vous avez envie de partager sur les solutions que vous trouvez pour répondre à ce stress et en se projetant aussi par rapport à la situation du film que cette personne pourrait trouver pour répondre à ce stress. On se donne là encore une, 2 minutes pour partager, soit par le chat, soit à l'oral sur les solutions. Je vois au travers du chat que vous faites déjà plein de choses super pour répondre au stress. Je commence à les partager. Du sport, du mouvement, respirer, jouer de la musique, marcher dans la nature et respirer, pratiquer des exercices de détente par la respiration. On voit beaucoup la respiration qui revient, un travail de respiration, prise de recul pour prioriser les tâches, relativiser la situation, sortir du moment présent, essayer de préserver son sommeil, musicothérapie, méditation, marcher et danser, respirer en conscience. Euh, J'en parle et j'évacue. Je partage avec des pairs. Respirer, faire une brève pause, voir des amis et des représentations artistiques, de la danse, du théâtre, du stand-up. Je plus sois tout ce qui a été marqué. Relativiser, voir objectivement ce qui va bien. Merci. Alors, vous voyez, là aussi, c'est intéressant dans les réponses que vous posez. Il y a à la fois des points qui peuvent être très communs, au sens que vous avez beaucoup cité, notamment la respiration, penser à la façon dont on a géré les cas précédents. Merci. La respiration, des activités plaisantes, faire une pause, se retrouver dans la nature avec des amis. Et en même temps, euh, chacun d'entre vous, quand vous l'exprimez à votre manière, vous l'abordez à votre manière. Et là aussi, on revient à cette notion de
On vit le stress, chacun dans notre expression corporelle et psychique de manière différente. Et somme toute, les réponses qu'on va y trouver, il y a des grands points communs. Et en même temps, chacun de ces réponses sont des réponses aussi très personnelles. Donc, c'est vraiment une question individuelle, hein. Il n'y a pas de solution miracle qui convient à tout le monde, même si on vous parlera quand même de points qui peuvent être extrêmement aidants. Euh, Myriam, un commentaire ou je passe à la suite? Non, c'est top, tu peux passer à la suite, merci. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir dans la définition du stress, et là on vous présente celle de l'accord national interprofessionnel de 2008, donc en France, qui établit l'état de stress, surtout là au niveau professionnel, c'est la manière dont on perçoit finalement. Donc cet état de stress, il survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes de son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que comme on parle de perception, ça va être vraiment individuel. Donc, chacun, face à une situation donnée, va percevoir ce stress-là d'une manière différente. Donc, c'est aussi quelque part déculpabiliser du fait que face à une même situation, on peut avoir peut-être un collègue qui va réagir différemment, une personne qui va se dire, bah oui, mais pourquoi tu fais pas ça? Chacun, par son histoire aussi, va avoir une réaction différente. Mais ce qui peut être aussi intéressant de voir ici, c'est que face à ces contraintes de l'environnement, qui, bon, là, sont objectives, par exemple, dans le cas de la dame, c'est une situation qui est extrêmement stressante et pressurisante, les ressources qu'on va avoir, elles, vont être aussi nos propres ressources et on va pouvoir essayer d'en trouver des nouvelles. Donc, on peut passer à la suite. Pardon. Les ressources qu'on va trouver, elles vont nous faire, justement, elles vont nous permettre de faire face à un événement. Donc, là, on vous présente, donc c'est un des modèles du stress, ça s'appelle le modèle transactionnel par Lazarus et Folkman. Ça nous dit que face à une situation de stress perçue, donc on va percevoir une situation de stress et l'évaluer, et là on va faire appel à deux types de ressources, nos ressources personnelles et nos ressources sociales. Donc nos ressources personnelles, bah, c'est finalement toutes les choses que vous avez pu donner tout à l'heure. Ça a été par exemple de faire du sport, d'aller marcher dans la nature, d'écouter de la musique, de respirer, d'aller faire de la danse. C'est des solutions que vous allez trouver. Et puis, des ressources, dans les ressources personnelles, on peut aussi citer nos compétences, la confiance qu'on peut avoir dans nos compétences. D'ailleurs, quand on parle de confiance en soi, pour ceux qui étaient là au webinaire précédent, on en a parlé, bah, ça fait partie de nos ressources. Des ressources sociales, donc vous avez cité par exemple en parler avec des pairs, partager avec des amis. Donc on va pouvoir trouver de l'aide aussi grâce à ça. Et donc, une fois qu'on a évalué cet état de stress, bah, on va activer ces ressources. C'est la stratégie de coping. Donc, coping, c'est faire face, trouver des moyens de lutte face à ce stress. Et vont s'en suivre des issues. Donc, les issues, c'est bah, comment est-ce que va se terminer la situation, quel va être finalement le résultat de ce que j'ai mis en œuvre. Et ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que c'est transactionnel, c'est-à-dire que face à ces réactions, bah, l'environnement va changer, il va y avoir un résultat. Est-ce que ça va améliorer ma situation? Est-ce que j'ai trouvé une solution qui est satisfaisante ou pas? Il y a ensuite un feedback, c'est-à-dire que même si la situation n'est pas satisfaisante, avec ce moyen-là, je peux recommencer de nouveau, évaluer l'état présent, trouver de nouvelles ressources, faire face avec ces nouvelles ressources et regarder l'issue. Et recommencer autant de fois que nécessaire. Donc ce moyen-là de voir les choses, c'est se dire, bah, non seulement ma réponse elle est individuelle, peux trouver des solutions qui sont bonnes pour moi, mais en plus, si à un moment donné elle ne fonctionne pas ou pas suffisamment, je peux aller trouver d'autres ressources, essayer d'aller peut-être chercher de l'aide, d'aller retrouver d'autres moyens d'évacuer ce stress-là, que ce soit par le sport, tenter de nouvelles choses et voir comment je réagis. Dans le cas de la dame, ça pourrait être n'importe quoi, mais ça pourrait être aller, par exemple, solliciter un manager supérieur, peut-être même retrouver un autre travail. En tout cas, c'est l'idée d'essayer de faire face à sa manière.
Merci Myriam. J'en profite juste pour partager une expérience vécue sur cette notion d'écart entre la perception et l'évaluation de l'événement. Quand j'étais en fonction ressources humaines, on faisait dans notre entreprise des enquêtes sur la gestion du stress. Et j'avais été frappé, à l'époque, je gérais un périmètre où il y avait des responsables de projet, des personnes qui géraient à peu près un gros milliard d'euros de projets avec, bien évidemment, vous pouvez imaginer les impacts stratégiques qu'il y avait pour l'entreprise. Et somme toute, en termes de gestion du stress, ils étaient plutôt bien. Ils étaient plutôt bien dans la phase d'élasticité, si je reprends je dirais le schéma que montrait Myriam. Parce que certes, ils avaient beaucoup de pression, ils avaient beaucoup de demandes, beaucoup d'enjeux, mais en même temps, ils avaient les moyens pour le gérer. Et donc, dans cet équilibre entre la perception et l'événement, somme toute, ils arrivaient à le vivre plutôt bien, alors que d'autres types de fonctions, avec objectivement beaucoup moins de responsabilités, on pouvait retrouver des populations qui, dans les enquêtes, exprimaient beaucoup plus de stress, parce que justement, cette perception des moyens pour agir était pas du tout la même. Et en plus, avec une dispersion en fonction des individus qui était aussi importante. Alors justement, si on veut transformer ce stress en notre meilleur allié, en fait, vous avez perçu peut-être au travers du cas vécu, des échanges, de ce que vous avez exprimé, le stress, c'est un message du corps. C'est pas un message qui est négatif en soi. Vous avez vu que finalement, il y a le stress élastique dans lequel on revient à une situation normale, et puis il y a le stress durable qui peut apporter d'autres conséquences. Mais ce stress, c'est un message du corps. Et déjà, avoir cette prise de conscience que voilà, on a un message, hein, You've got mail. Et ben, c'est un élément, c'est déjà un premier élément de prise de conscience. Ça peut être une prise de conscience personnelle. Mais Myriam, tu le disais tout à l'heure, ça peut être aussi l'entourage qui, à un moment donné, peut vous alerter sur, tiens, il y a quelque chose qui a changé. Euh, comment tu réagis à ça? Et cette prise de conscience, elle l'amène, en tout cas, moi, je vous invite à avoir deux questions. C'est finalement, qu'est-ce que mon corps il me raconte? Je reçois un message, mon corps m'envoie un message, et qu'est-ce qu'il me raconte ce corps? Est-ce que c'est clair pour moi le message que je reçois? Il y a des fois, le message il sera évident, vous êtes dans une situation objectivement voilà, dans laquelle l'identification de la source de stress peut être rapide, objective. Parfois, ça l'est beaucoup moins, parfois, on n'en a pas conscience. Mais se poser cette question de, tiens, qu'est-ce que mon corps me raconte? C'est déjà un premier point. Et puis un deuxième point qui est, on va le voir tout de suite après dans, je dirais, les ressources, aussi aller rechercher, OK, qu'est-ce qui peut produire de l'énergie positive pour moi? Quelles sont mes sources d'épanouissement? Parfois, je le dis de manière un peu plus provocatrice, hein, et vous m'en excuserez, mais c'est parfois qu'est-ce qui m'amuse? Au sens vraiment du petit enfant intérieur qui est encore en nous et qui a envie de jouer et quelles sont ses ressources de jeu euh, dans son aspect professionnel, mais aussi dans ses aspects personnels. Et finalement, vous voyez, on va retrouver ici quelques points, quelques catégories qui, je dirais, se rapprochent de ce que vous déjà mettez en place. Finalement, c'est un message du corps, hein. Donc, pour transformer le stress en notre meilleur allié, en reconnaissant déjà que voilà, notre corps nous envoie un message. Comme c'est un message du corps, un des premiers points qu'on peut regarder en termes d'agilité personnelle, de gestion de son stress, c'est effectivement de revenir au corps. Revenir à l'ici et maintenant. Prendre un temps de pause. Vous l'avez dit un certain nombre d'entre vous. Certains dans les messages ont parlé de méditation. On peut parler de la mindfulness, hein, comment on peut utiliser des techniques de méditation spécifiques pour la réduction du stress, hein. La cohérence cardiaque.
C'est aussi un élément voilà, qui permet de très rapidement de souffler en agissant sur le corps pour agir finalement sur notre état émotionnel et notre état psychique. Un autre point que vous mentionniez dans les commentaires et qui me paraît un élément important, alors vous connaissez la formule latine, hein, un esprit sain dans un corps sain, eh ben, on peut aussi la regarder sous un autre angle en se disant bah, un corps sain pour un esprit sain. Et dans les commentaires, vous parliez du sommeil. Euh, un manque de sommeil chronique va avoir un effet sur notre capacité à gérer les événements, à notre représentation, notre perception du stress, à notre niveau d'activité aussi. L'activité physique, elle est reconnue pour diminuer le stress. Vous parliez, je dirais, dans les commentaires, beaucoup de bah, voilà, marcher dans la nature, avoir une activité plaisante. L'alimentation va aussi avoir, je dirais, un impact euh, sur votre perception globale et les messages que va vous envoyer votre corps. Troisième catégorie, là, on va aller plus dans le côté individuel, c'est-à-dire finalement identifier vos ressources personnelles. Quand certains d'entre vous vous citiez la musique ou d'autres types d'activités, là, on va retrouver finalement des aspects beaucoup plus personnels sur qu'est-ce qui me donne de l'énergie. Et peut-être aussi identifier dans mes ressources personnelles qu'est-ce qui me coûte de l'énergie en séparant euh, la différence entre ce que j'aime faire et ce que je sais faire. On peut très bien savoir faire des choses très très bien et finalement qu'elles nous coûtent de l'énergie. Euh, pour vous citer un exemple, je- j'ai développé une certaine compétence dans la gestion de relations sociales difficiles. Euh, J'étais relativement reconnu, je dirais, sur cette compétence-là. Je peux vous assurer que j'aimais absolument pas faire ça et que, en l'occurrence, j'avais la boule au ventre et que c'était vraiment une déperdition d'énergie. Et puis, on peut aussi aller chercher de nouvelles ressources en identifiant les aspects énergétiques. Et puis, je crois que c'est Léna qui en parlait, justement, un élément qui est, je trouve, essentiel, c'est en parler. Euh, la parole, c'est un immense moteur d'évacuation du stress, au sens propre, hein. Parler, on va évacuer au travers de la parole une partie de notre stress, éviter que on développe des phénomènes d'ancrage corporel qui vont justement ancrer le stress dans certaines douleurs, certaines manifestations physiques. Et vous pouvez en parler autour de vous, vous adresser aussi à des personnes dont c'est la formation, je dirais, d'être spécialisé dans l'écoute, que ce soit bien évidemment des coachs, on en a autour de nous, mais que ce soit aussi des thérapeutes, des psychologues. Chacun sa spécialité aussi en fonction de la situation et du ressenti. Là, encore un petit peu de temps devant nous. Alors, je vous partage juste une petite expérience personnelle avant d'aller sur un petit exercice. Euh, Dans mon expérience RH, j'ai eu à gérer des situations de crise assez importantes et où on avait mis en place une cellule psychologique. Et à l'époque, j'étais le DRH et j'avais une croyance qui était, ouais, non, mais je suis le DRH, on vit une situation de crise, il faut que je me montre fort, que voilà, je ne vais pas montrer ma vulnérabilité et pas aller voir le psychologue. Et j'avais le sentiment que ça se passait bien. Et puis un jour, le psy m'appelle en me disant, je voudrais vous faire un petit point sur la situation, un petit débriefing un peu global. Et puis je vais le voir et il me fait son petit débriefing. Et puis après, il me dit, et vous, vous le vivez comment? Et j'ai compris qu'en fait, il m'a fait venir pour ça. Et je me suis dit, mais en fait, j'étais stupide. Euh, C'était génial d'en parler. Ça m'a beaucoup aidé par la suite pour justement me dire, bah, il y a des personnes ressources autour de nous. Utilisons-les. C'est leur métier, ils sont là pour ça et ça peut être génial. Alors,
un petit exercice qu'on souhaiterait vous partager. C'est un exercice de cohérence cardiaque. Myriam, Ouais. je te repasse la parole. Oui. Et je voulais juste ajouter par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est qu'effectivement, là, tout ce qu'on dit là et les conseils, les explications sont bien sûr valables pour des situations de stress dans un certain seuil de souffrance, on va dire, mais que si vraiment ça devenait trop compliqué, ben, comme l'a précisé Olivier et rappelé, ne pas hésiter à faire appel à quelqu'un d'expert dans ce domaine, psychologue ou autre. On ne parle pas non plus ici de stress post-traumatique. Donc voilà, les conseils qu'on dit là, bien sûr, sont circonscrits aussi à certaines situations. Bien sûr, n'hésitez pas à demander de l'aide si c'est nécessaire. Donc petit exercice de cohérence cardiaque, visiblement, plusieurs d'entre vous connaissent déjà. Donc c'est un exercice qui est lié à la respiration, qui permet en fait d'aligner la respiration avec le rythme cardiaque et dans un but de finalement donner un signal au corps de justement revenir à l'équilibre parce qu'on est dans une situation où il peut s'apaiser, donc en lui imposant finalement de manière consciente un rythme plus calme. Euh, on va le faire sur quelques cycles, donc d'inspiration-expiration. L'idée, ça va être de suivre l'image. Donc, quand le cercle s'élargit sur 5 secondes, on va inspirer sur ces 5 secondes. Et quand le cercle se rétrécit sur 5 secondes, on va expirer. Donc, inspiration, 2, 3, 4, 5. Expiration, 1, 2, 3, 4, 5. Je propose qu'on le fasse là sur quelques cycles pour l'expérimenter, pour ceux qui auront envie de le faire. 3, 4, 5. Et on inspire. 2, 3, 4, 5. On expire. Voilà, je vous invite à poursuivre l'exercice, à en tout cas essayer de le refaire chez vous. Il y a des applications qui existent pour ça. Ce qu'on conseille généralement, c'est d'essayer de le faire 3 fois par jour pendant 5 minutes. Et on dit 6 fois par minute, donc la méthode 3, 6, 5, les 6 fois, c'est parce qu'on fait du coup un cycle toutes les 10 secondes, donc inspiration en 5 secondes, expiration en 5 secondes, et donc à voir si vous arrivez un peu à calmer cet état de stress, à utiliser autant que nécessaire. Et d'ailleurs, vous pouvez nous partager dans le chat si déjà le fait de le faire sur quelques respirations dans ce webinaire, si vous sentez quelque chose de différent. J'étais en train de le faire pendant que Myriam parlait et je sentais une forme d'apaisement par rapport au stress que j'ai d'animer avec vous. Et ben, je sentais effectivement, j'ai plus de calme. Mm. Merci. Je vois effectivement, je dirais, des réactions d'apaisement, que le cercle bleu en lui-même est très apaisant. Merci pour vos commentaires. Euh, Tout à l'heure, dans le slide précédent, je parlais de connaître ces centres d'épanouissement et ce qui nous freine aussi, ce qui nous coûte de l'énergie. Alors, au travers de notre expérience de vie, on apprend chacun à identifier plus ou moins, je dirais, des situations, des éléments qui nous amènent du stress ou d'autres dont on n'a pas encore obligatoirement conscience. Euh, Notamment parce que j'aime bien dire que l'être humain, il aime rien tant que de se raconter des histoires. Parce que entre, je dirais, nos moteurs d'épanouissement profond et ce que nous demande la société au sens large du terme, ce que l'on attend de nous, ce que l'on croit que, on attend de nous, on peut avoir tendance à, je dirais, justement, avoir des croyances sur ce qui nous fait du bien, sur le fait que on est des grands combatifs conquérants, alors qu'en fait, peut-être qu'on n'aime pas du tout ça et qu'on préfère être en support. Euh, et donc pour ça, un des éléments, des outils qui peuvent être utiles, ça c'est un des outils que j'utilise sur la connaissance de soi pour aller identifier justement, je dirais de manière
objective au travers de questionnaires, quelles sont, je dirais, nos dominances qui nous apportent de l'énergie. Et c'est même quand on le sait, a priori, c'est toujours super d'avoir une confirmation. Ça nous permet justement de se dire, tiens, ça c'est quelque chose qui nous va bien. Identifier aussi ce qu'on n'imaginait peut-être pas comme consommateur d'énergie. Et puis, ce qui est dans notre zone de flexibilité, dans notre adaptatif. C'est intéressant, y compris quand on est amené à faire quelque chose qui nous coûte de l'énergie, le faire en conscience, en sachant que c'est quelque chose qu'on n'aime peut-être pas trop, ça aide en fait à passer le cap, et puis à se dire, bon, bah, de toute façon, ça durera qu'un temps. Et puis après, je retrouverai autre chose et identifier justement nos sources de plaisir personnel, ce que notre expérience de vie propre nous a amené à faire avec plaisir ou ce qui nous coûte de l'énergie. Il y en a d'autres, hein, de ces modèles-là, mais en tout cas, ça permet d'avoir une prise de recul qu'on n'a pas toujours personnellement de soi sur soi-même dans nos modes de fonctionnement. Et puis, pour continuer sur le corps, quand on parle justement d'aller développer les centres de plaisir, les centres d'épanouissement, ben, ce n'est pas juste voilà, des mots en l'air. À un moment donné, c'est de la chimie du cerveau. Dans le cerveau, notre cerveau produit des hormones du plaisir, différentes hormones qui ont des impacts différents. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de biologie du cerveau que je ne serais pas capable de faire. Mais finalement, vous voyez là un modèle intéressant sur 5 dimensions pour booster nos hormones du plaisir, la forme physique, l'activité physique qui développe des hormones du plaisir, le cortex, la capacité d'analyse, synthèse, la créativité. Les émotions, le social, hein, tu parlais, Myriam, tout à l'heure, des ressources sociales, ben, ça fait partie aussi des éléments qui vont nous amener du plaisir, l'essence, ma relation à moi, aux autres, au monde, et puis la sécurité, je dirais, au travers de la sécurité financière. Ça va aussi développer des hormones du plaisir au travers de ce modèle-là. Voilà. Quelques pistes hein, qui permettent de transformer ce stress en prenant conscience, en l'acceptant et en développant des pratiques qui vont nous permettre de le gérer et développer nos hormones de plaisir. Alors, ce qu'on On n'est vous pas très loin de propose- la fin. Donc, je te repasse la question, la parole, Myriam, pardon. Oui, alors ce qu'on vous propose pour finir un peu le webinaire, c'est de revenir justement à vous, à la situation qui peut-être vous a amené justement à participer à ce webinaire. Bah, finalement, alors vous pouvez soit commenter sur le chat ou le faire intérieurement ou prendre la parole, enfin voilà, c'est très libre, mais avec ce qu'on vient d'échanger, finalement, avec quoi est-ce que vous repartez par rapport à la situation de stress que vous connaissez peut-être? Qu'est-ce que ça vous donne envie de mettre en œuvre, de faire peut-être de différent, d'envisager comme stratégie que vous n'aviez peut-être pas fait jusque-là pour vous? Vous pouvez aussi vous poser la question peut-être pour un proche, si ça vous a fait penser à une personne pour laquelle vous ressentez qu'il y a une situation de stress qui est peut-être devenue aussi chronique ou qui s'est installée. Ben, qu'est-ce que là, les apprentissages qu'on a partagés aujourd'hui ensemble vous donnent envie de mettre en place? Et on sait que c'est des questions qui sont pas forcément simples à se poser, donc c'est aussi un exercice que l'on peut faire en coaching, sur lequel on peut vous accompagner pour prendre le temps de cette réflexion et de cette introspection. N'hésitez pas à prendre la parole s'il y en a qui veulent partager un cas particulier. Alors, il y a des partages dans le chat avec réévaluer mes ressources et ma perception, faire de la cohérence cardiaque, travailler sur mes perceptions de la situation, prendre le temps de mieux caractériser le stress. Il y a une question sur la possibilité de financement de coaching via le CPF. Euh, je n'ai pas obligatoirement la réponse. Je sais le bilan de compétences, lui,
pour les organismes qui sont agréés peut être financé par du CPF. Je sais pas, je sais pas si l'un des coachs, Floris, si tu sais s'il y a des pratiques, des organismes de coaching qui peuvent financer par le CPF. Alors, je pense que effectivement, il y a certains coachs, en particulier quand ils font partie d'organismes et que c'est une formation avec un cadre bien particulier, que ça peut être intégré dans un dispositif finançable, mais c'est quand même rare. Et puis, et donc par rapport à l'offre de coaching qui est là, celle euh, de Central Coaching, Central Nantes Alumni, en tout cas, c'est pas notre cas. Seuls les bilans de compétences sont finançables par le CPF. Mm. Si je peux me permettre d'ajouter un petit complément. Bien sûr. Donc personnellement, je suis coach aussi. Je plus sois hein, ce qui a été, je confirme ce qui a été dit. Et à ma connaissance, enfin ceux qui sont coachs et qui font pas de bilan de compétences n'ont pas la possibilité de faire financer leur coaching par du CPF, parce que le CPF, ça suppose que ce soit une formation, qu'il y ait un programme de formation, et deux, que ce programme de formation et que cette formation soit reconnue dans un répertoire de formation. Donc, quand on parle de coaching, il n'y a pas de programme de formation, donc il peut pas y avoir il peut pas y avoir de financement CPF. Ou alors, ça veut dire qu'on tord un peu le système pour faire rentrer un carré dans un rond, quoi. Donc, voilà. Mm, mm. C'est un peu ce que je pense aussi, et sans doute que certains organismes de formation le font. Il y a une autre question qui est comment détecter le stress chez un collègue? Euh, alors, euh, ce que je propose comme réponse sur ce point-là, sur l'identification du stress chez un collègue, c'est peut-être d'aller essayer d'identifier s'il y a des changements durable dans le mode de fonctionnement de la personne. Alors ça peut être des manifestations physiques, ça peut être des manifestations d'humeur. Alors bien évidemment, on a tous au quotidien, je dirais, des changements qui peuvent être divers. Mais si vous constatez des changements importants, durables, ben, ça peut être une question et de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle vit? Ça peut être un élément. Euh, et à ce moment-là, essayer d'entamer le dialogue avec cette personne-là, peut-être pour l'orienter vers, ben, dans une situation d'entreprise, ça peut être la médecine du travail, les RH, voire effectivement une personne accompagnante. Oui, je suis assez d'accord sur la notion de changement, on a vu que c'est justement une perturbation par rapport à un état d'équilibre. Donc, si vous percevez qu'il y a des petites différences, ça me semble être une bonne approche. Aller en parler, essayer de poser tranquillement le sujet et, et peut-être d'être à l'écoute tout simplement de cette personne, se faire confiance aussi. Je vois le partage de Pierre sur le rythme cardiaque qui a baissé en quelques minutes, c'est top. Merci pour ce partage. Et non, je ne dors pas. Merci Pierre. Alors vous aviez déjà commencé à aborder des questions, mais est-ce que vous avez d'autres questions que vous souhaiteriez partager en cette fin de webinaire? Alors, tout en laissant la place aux questions, n'hésitez pas à intervenir, mais voilà quelques petits points pour aller plus loin. Vous avez un lien vers des fiches pratiques de gestion du stress. Si vous êtes intéressé par les pratiques de méditation pour réduire le stress, je vous ai mis un lien vers l'association Mindfulness, voilà, qui vous explique, je dirais, cette technique. Il y a plein de TED Talks autour du stress. Alors, je vous en ai choisi un, mais si vous faites une recherche sur Google sur le sujet, vous verrez que
il y en a plein d'autres. Et puis, je vous ai mis un livre assez accessible de Christophe André sur les états d'âme et qui aborde aussi les questions de gestion du stress. Et puis, bah, je dirais la petite séquence de cohérence cardiaque. Voilà, vous pouvez aussi la faire avec une application Respire Relax. Euh, et, euh, et ça peut être une appli très utile, je dirais, au quotidien. Il y a une question sur les slides, hein. Est-ce qu'on peut les avoir? J'ai- alors, je ne sais pas comment ils sont diffusés. Alors, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est Mm, qu'on l'avait mm, diffusé aux personnes qui avaient répondu. Alors, je crois qu'on avait diffusé un sondage, enfin, mm. un Ah oui. formulaire, donc on l'avait diffusé comme ça. Mm, Donc oui, c'est diffusable. mm. Oui, j'aurais une question, Sébastien Bouy. Oui. Vous parliez tout à l'heure le problème d'équilibre ou de déséquilibre entre les contraintes et les ressources. Quand vous parliez des ressources, vous parliez des ressources entre guillemets personnelles ou des ressources dans le cadre du travail, quand c'est des problèmes de charge ou des problèmes d'organisation, etc. Parce que je pense qu'il y en a qu'on peut maîtriser, qui sont les ressources propres, où on peut les développer. Maintenant, quand c'est un problème d'organisation, d'entreprise, de charge de travail, ces facteurs extérieurs, malheureusement, sur le long terme, on s'aperçoit qu'ils sont difficilement gérables. Et ce stress s'inscrit dans le temps. Et c'est là, je pense, moi je l'ai vécu. Voilà, après quelques années, bah, c'est là qu'à un moment donné, ça explose, quoi. Voilà, je voulais que vous puissiez revenir sur cette notion de ressources. Est-ce que vous parliez des ressources internes qu'on peut, entre guillemets, maîtriser ou des ressources également externes qui sont plus inhérentes à une organisation Oui, et on n'a pas la main? oui, oui, mais c'est une très bonne remarque. Effectivement, on parle bien des ressources qui sont internes sur lesquelles on peut agir en tant qu'individu, d'où cette notion de pouvoir d'agir, de coping, de pouvoir faire face, versus des contraintes qui, elles, sont beaucoup plus objectives parce qu'elles sont imposées par le contexte du travail, l'environnement, comme là, par exemple, la personne qui a 2 heures dans notre exemple pour faire toutes ses tâches et qui n'a plus d'aide de collaborateur, où il y a moins de ressources, effectivement, ça c'est imposé, donc elle peut difficilement agir dessus. Mais par contre, les ressources qu'elle va trouver pour y faire face, qui lui sont personnelles, c'est là-dessus qu'on va travailler. Et Ouais. c'est vrai qu'à titre personnel, l'expérience que j'en ai, c'est que personnellement, moi, le stress, je le maîtrise. J'ai eu des grosses problématiques de charge, des projets compliqués, un peu à l'international, etc. Mais en fait, la problématique, c'est quand elle vient de l'extérieur, sur laquelle on n'a pas la main, avec des organisations qui deviennent un peu délirantes, des charges de travail pas possibles. Mm, Et là, à un moment donné, ça se heurte parce que la réalité très objective bah, fait que bah, voilà, mm, ça ne passe pas et malheureusement, on n'a pas le choix que de faire avec. mm, Donc, moi, je n'ai pas de souci à travailler, des heures, j'en fais, etc. Mais voilà, sur les années, bah, il y a un moment donné, il y a un moment donné où on le paye quelque part, quoi. mm. Et c'est là, je pense, que la gestion du stress devient compliquée. On sait que le stress est là, mais comment y faire face quand ça s'inscrit dans la durée? Personnellement, j'en ai pas trouvé les clés encore, parce qu'après, on se heurte à des systèmes de valeurs, à des systèmes d'organisation, malgré les bons discours, hein, mais et je pense que c'est là que ça devient, entre guillemets, dangereux, quoi. Ouais. Et qu'on Euh, parle après de burn-out, qu'on parle de mm, choses, quoi. mm. Pour compléter ce que dit Myriam sur le côté ressources individuelles, quand j'étais en entreprise, en organisation RH, on avait monté en fait des groupes pluridisciplinaires, euh, médecine du travail, assistante sociale, RH, management. Parce que finalement, en fonction des situations, ben, les situations notamment d'organisation, de charge, effectivement, c'est l'entreprise qui peut essayer de les regarder. Et c'était important d'avoir ce travail pluridisciplinaire. Alors, toutes les entreprises ne le font pas, mais ce système d'organisation qui permet de se dire, tiens, on a quelqu'un, on sent très bien que cette personne est en train de perdre pied. Comment on peut faire pour l'aider? Il y a parfois des questions qui sont totalement personnelles. Et puis, il y a des questions qui peuvent aussi être adressées à l'organisation. Et en tout cas, on avait trouvé ce moyen-là pour pouvoir s'en emparer. Et c'est vrai que ça nécessite que l'entreprise veuille jouer le jeu. Moi, je vois l'entreprise dans laquelle j'ai dernièrement travaillé. Voilà, Mm, c'est pas qu'une problématique personnelle. On voit que c'est des services entiers, des équipes entières. mm, On dit qu'il faut atteindre 2 milliards de chiffre d'affaires, puis mais en réduisant encore les ressources.
Bon. Donc là, je pense qu'on se heurte après à la volonté des entreprises entre le vrai message qu'on souhaite faire passer puis la réalité des choses qui est tout autre, en fait. Mm. Voilà, et c'est là, je pense qu'il y a une dissonance après entre les messages passés et qui rajoute au stress, entre les messages passés et la réalité, bon, en fait, c'est un jeu de dupes presque, quoi, donc c'est Mm. un peu délicat, quoi. Mais on pourra tout à fait continuer à en parler en aparté, Sébastien, si tu le souhaites. Ouais, pourquoi pas, oui, ça peut être intéressant. Ouais. Merci. Euh, alors, on a un peu dépassé le temps. Myriam, je te laisse peut-être un mot de conclusion. Oui, merci beaucoup déjà pour votre participation à tous à ce webinaire. On espère que ça vous aura plu et que vous aurez trouvé quelques clés pour l'appliquer dans votre situation personnelle, personnelle ou professionnelle, mais en tout cas spécifique de gestion du stress. Mm. Et n'hésitez pas à faire appel à nous, à l'un des coachs ou experts en bilan de compétences si vous voulez creuser certains sujets. Merci beaucoup pour vos partages, vos réactions. C'était très intéressant pour nous. Mm. Et on peut peut-être conclure sur la slide voilà, des prochains webinaires à venir. Si Olivier, Mm. ou c'était moi, je crois. Oui, donc le prochain webinaire, ça sera sur les relations interpersonnelles avec Florie et Émeric, le 17 juillet à 12h30, et puis à la rentrée, le 11 septembre, un webinaire sur la communication animé par Delphine et Franck. Et en octobre, à une date qui, à ma connaissance, n'est pas encore définie, Leadership et Vision, animé par Florent et Pauline. Merci pour vos commentaires, je dirais, dans le chat. J'ai vu effectivement si vous souhaitez aller plus loin et avoir un contact avec l'un des coachs de Central Coaching qui intervient pour Central Nantes Alumni. Vous pouvez nous contacter, Léna comme moi. Vous avez dans le chat les liens en fait vers le formulaire pour documenter votre situation. On vous recontacte, on échange avec vous et en fonction de votre situation, on vous proposera de rencontrer un des coachs ou un des spécialistes en bilan de compétences qui, je dirais, intervient dans le cadre de Central Coaching pour Central Nantes Alumni. Voilà. Et Et si vous n'êtes pas de Centrale Nantes, eh bien, Centrale Lyon, j'ai partagé le lien du webinaire qui a depuis le 10 juillet. Et pour toutes les autres écoles centrales, vous pouvez aussi nous contacter via l'adresse centralcoaching@gmail.com et on verra ce qu'on peut faire ensemble. eh ben, merci beaucoup pour votre Merci participation, pour vos beaucoup. commentaires et puis à très bientôt avec plaisir. Merci, Merci, à bonne fin de journée tous. à tous. À Merci. bientôt. Merci. Au Au revoir, revoir. merci. Merci, salut.